Donc bonjour, comme vous disiez Jonathan, je suis Maxime Gosselin, je suis architecte chez WooDrive et je vais vous parler de système distribué. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par système distribué? Bon, Linux c'est des distributions, mais ça n'a aucun rapport. Un système distribué, c'est d'abord un ensemble de nœuds sur lesquels on peut faire des opérations de lecture ou d'écriture. Et le but, c'est qu'on synchronise l'état de ces nœuds pour pouvoir écrire sur un nœud, lire sur un autre et avoir la valeur qu'on attend. Pourquoi on fait des choses comme ça? En général, c'est soit pour des raisons de redondance, parce qu'avoir une machine qui crache, c'est quand même des choses qui arrivent, pour des raisons de performance, à plusieurs, on est plus fort. Donc voilà. Après, il y a quelques propriétés sur ces systèmes qui nous intéressent. En général, avoir des données cohérentes, donc ce qu'on disait tout à l'heure, être capable d'écrire un endroit, à le lire à un autre, c'est souvent utile. Et je parlerai bien de cohérence et pas de consistance pour ne pas faire plaisir à Jonathan. L'autre propriété qui nous intéresse, c'est la disponibilité. On veut que tous les nœuds soient toujours capables de répondre aux demandes qui arrivent des clients. Et enfin, on aimerait bien être capable de résister aux partitions réseau. Donc c'est quoi une partition réseau? On a là un ensemble de nœuds avec des liens réseau magnifiques en bleu. Si on coupe des branches, on se retrouve ici avec deux partitions, une ici et une là, qui ne communiquent plus du tout entre elles. Et ça peut arriver. Donc il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a sorti un théorème là-dessus, qui s'appelle le CAP pour les premières lettres de ses propriétés, et qui consiste à dire, parmi ces trois-là, vous pouvez en choisir deux avec des garanties fortes, mais la troisième, vous n'aurez rien. Donc ça, c'était en 2000, un professeur d'université américain qui est depuis passé chez Google. Comme quoi, ça arrive. Donc, parmi celles-là, en général, partition réseau, on a un IT qui marche, on devra réussir à s'en passer. Sauf qu'en vrai, il y a des choses comme ça, par exemple, des travaux. Chez nous, ça donne ah, on va construire un rond-point. Tiens, il y a des gaines, c'est marrant ça. On va en ouvrir une, il n'y a rien dedans, bon, on va couper toutes les autres. Résultat, on n'a plus de communication entre deux sites. Après, ça marche moins bien. Ouais. Les autres trucs qui se passent, c'est des applications qui ne se comportent pas bien, qui prennent toute la bande passante, comme par exemple notre cluster de VM. Donc c'est pareil, une fois que toute la bande passante est prise, les autres applications ont un peu plus de mal à communiquer entre elles. Donc en pratique, la tolérance aux partitions réseau, c'est quand même quelque chose d'important et on a du mal à éviter de s'en occuper. Donc on peut essayer de se débarrasser des autres. Qu'est-ce qui se passe si on se débarrasse de la cohérence des données? Ça donne des choses comme ce qu'on a déjà eu avec RabbitMQ, qui est notre système de messagerie, et qui, quand on se retrouve avec des pertes de connexion, tout marche très bien. Il y a des messages qui sont envoyés d'un côté, qui sont envoyés de l'autre, des messages qui sont lus d'un côté, qui sont lus de l'autre, et qui ne sont pas les mêmes. Donc après, nos applications, elles ont tendance à avoir des comportements qui ne sont pas forcément prévus, avec des états totalement différents des deux côtés. Les clients n'apprécient pas toujours. Donc une autre possibilité, c'est de se débarrasser de nos garanties fortes sur la disponibilité. Donc ça, on est aussi capable de tester. On a RabbitMQ, qui est un système qui permet de stocker des données aussi, et il se base entièrement sur des mécanismes de consensus. C'est-à-dire, sa solution en tout cas à lui, c'est de dire, on va choisir un nœud, on va dire que c'est le chef, et le chef, il a toujours raison. En gros, c'est une secte démocratique. Donc tout ça marche. Le problème étant que quand on a des partitions réseau, on se retrouve donc avec des partitions différentes, et chacune choisit son chef, et tout ne se passe pas bien. Bon, en fait, lui il triche et il dit s'il y a pas assez de nœuds dans ma partition, je réponds plus du tout. Donc là, voilà, si on a des clients qui se connectent qu'au nœud de la partition minoritaire, on garantit qu'ils n'ont plus de réponse. C'est pareil, ça pose quelques petits soucis.
Bon, donc c'est bien, on peut rien faire. C'est les solutions qu'on aime bien en informatique. Donc où est-ce qu'on va maintenant? Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va marcher normalement et garantir le plus de choses possible tant qu'on n'a pas de partition. Et quand on détecte que notre partition est terminée, on va faire d'autres choses. Ce qui nous permet de garantir qu'on a notre disponibilité et notre tolérance aux partitions. Donc ça, comme les autres mécanismes le font. Et, à terme, que notre cohérence des données est retrouvée. Donc ça, il y a pas mal de projets qui ont des garanties comme ça, tels que RIAC, que j'aime beaucoup, notamment pour sa doc, et qui utilise un mécanisme qui s'appelle le CRDT, et que je vais vous présenter maintenant. Donc déjà, bon, ça ne se prononce pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mécanisme de réplication, enfin c'est un type de données qui garantit une réplication sans conflit. Magie. Comment ça marche? Oui, pardon. Ça, c'est pour une fois des Français de l'INRIA qui ont présenté ça en 2007. Et en fait, ils travaillaient sur des mécanismes d'édition de documents avec plusieurs utilisateurs. Donc exactement le genre de cas où on peut avoir des conflits parce qu'il y a deux personnes qui essayent d'ajouter un mot au même endroit ou ce genre de choses. Donc si les utilisateurs sont déconnectés, il faut bien résoudre les conflits à un moment. Donc comment ça marche? Bien, on définit un ensemble d'opérations. Par exemple, dans nos applications, ça pourrait être création de fichiers, renommage, déplacement, des choses comme ça. Et une opération de jointure qui prend plusieurs opérations et qui les applique pour obtenir un nouvel état. Cette opération de jointure, elle a quelques propriétés intéressantes, les habituelles en maths que tout le monde aime bien parce que ça facilite les choses. La commutativité, on peut faire toutes les opérations, enfin on peut merger toutes les opérations dans n'importe quel ordre, on a le même résultat. L'associativité, on peut faire des groupes avec ces opérations et les appliquer ensuite et avoir le même résultat. Et l'idempotence, si on prend la même opération, qu'on l'applique plusieurs fois, on n'a pas de problème non plus. Et donc, le théorème, c'est que si on prend cet ensemble de choses, on garantit que plusieurs nœuds qui ont les mêmes opérations, mais dans des ordres différents, et qui les appliquent, se retrouveront dans le même état. Ce qui permet de laisser les nœuds vivre chacun de leur côté, et une fois qu'on retrouve notre connexion réseau correcte, d'appliquer toutes ces opérations aux états que les nœuds avaient, et de garantir qu'ils sont dans un état cohérent. Donc, pendant toute la partition, on a bien notre disponibilité et notre tolérance aux partitions, vu qu'on est en partition, et on retrouve à terme notre cohérence. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, Brouwer, donc celui qui a fait le théorème CAP, a réécrit une suite un peu plus tard pour expliquer ce qui s'est passé en 10 ans, en 12 ans même d'ailleurs, sur le sujet de son théorème CAP, les applications à toutes les bases de données NoSQL qui sont arrivées plus tard, ce genre de choses. Vous pouvez aussi lire l'article original sur les CRDT, si vous aimez les maths et avec des trucs qui ressemblent à dans un semi-treillis ordonné, enfin, des phrases comme ça, c'est assez intéressant, mais il faut s'accrocher. Et enfin, la doc de RIAC dont je vous parlais tout à l'heure, qui est particulièrement intéressante, notamment sur les concepts techniques qui sont derrière. Donc ça vous reparle de CRDT, de concepts encore plus marrants à placer dans des conversations comme les horloges vectorielles, des arbres de Merkel, qui n'ont aucun rapport avec les politiciens, pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Oui, comme de Lyon, j'ai une connaissance assez faible de notre infrastructure ici. Est-ce que
Est-ce que tu veux dire un petit peu, essayer de me donner quelques éléments pour faire un peu plus dans ma tête le lien entre ces problématiques et ce qu'on fait? Alors, dans ce qu'on a, qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a 2 data centers différents qui ont une communication en fibre entre les deux et qui sont géographiquement distincts. Et pour l'instant, on s'en sert pas trop du site secondaire. On fait juste de la réplication uniquement dans un sens. Si on veut un jour être capable d'utiliser les deux à plein et de faire des choses comme ça, c'est des problématiques qu'on aura parce que la communication intersite, c'est quand même celle qui tombe en panne le plus souvent, beaucoup plus que notre réseau interne au data center. Et par exemple, si on veut être capable de gérer du partage de fichiers, où on pose les fichiers d'un côté, on les récupère de l'autre, et on garantit qu'à un moment, ça a l'air de marcher et que les fichiers sont bien arrivés, il y a pas mal de questions qu'il faut qu'on se pose. Et sinon, après, toutes ces questions-là, en fait, on les a dès qu'on choisit une techno. Parce que les technos, elles n'ont pas les mêmes garanties. Et suivant ce dont on a besoin, garantir que nos données sont cohérentes, c'est pas la même chose que garantir qu'elles sont disponibles. Et suivant les éléments de notre stack, on n'a pas vraiment les mêmes besoins. Qui est confronté de temps à autre à ce genre de problématique. Et voilà, c'est exactement une illustration de ce que tu viens d'exposer. La seule différence, c'est qu'il a été développé initialement avant que CRDT apparaisse. Donc, ça traite le problème différemment. Mais en tout cas, tu peux un exemple de type de problème qui se pose, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a actuellement un système ActiveCircle dans la maison avec 3 nœuds ici, 2 nœuds à vannes, avec jusqu'à il y a peu de temps une liaison ADSL entre les deux qui était ce qu'elle était. Et les deux sites voient les mêmes choses, partagent les mêmes fichiers, et donc avec une connexion réseau au milieu qui peut tomber à tout moment et qui ne se prive pas de le faire de temps en temps. Et donc il y a cette problématique de modification appliquée à des mêmes fichiers de chaque côté et de réconciliation a posteriori. J'en dis pas beaucoup plus, il y a des gens dans la salle qui pourront vous expliquer si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Mais c'était juste pour te donner un autre exemple concret de ce genre de situation. Mais voilà, ton choix, c'est est-ce que je veux ne pas récupérer mes fichiers ou est-ce que je préfère récupérer des fichiers qui sont trop anciens? Y a-t-il d'autres questions? Sinon, oui, j'ai oublié un autre point, c'est que pour ceux qui étaient là il y a 2 ans à peu près, il y a eu une présentation de quelqu'un de Scality qui ont fait des choses qui ressemblent beaucoup à ça. Donc je pense que les slides sont sur le blog technique. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci.